Bonjour, je viens vous parler donc de endobiogénie. Endobiogénie, c'est quoi ce mot-là? Je suis sûr que dans la salle, il n'y a pas grand monde qui connaisse ce mot-là. Endobiogénie. Endo, l'intérieur, bio, la vie. Génie, non, pas le petit génie de la lampe d'Aladin, non. Le génie au sens de l'organisationnel, au sens du génie civil. Je viens donc vous parler de l'endobiogénie, la science qui étudie l'organisation de la vie intérieure. J'ai eu 3 ans de formation, ça fait 15 ans que je pratique, et on me demande de vous parler de ça en combien? En 18 minutes, c'est ça? Non, ça c'est pas possible. Non, en fait, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de quelque chose que tout le monde connaît, mais qu'on a un peu oublié, quelque chose qui peut être appelé à disparaître, quelque chose qui appartient à l'ensemble de l'humanité, car elle n'est pas brevetable, quelque chose qui est la seule source de soins pour 4 humains sur 5, quelque chose dont l'Organisation mondiale de la santé fait la promotion, quelque chose qui est reconnu en France par l'Académie de médecine, mais qui a été rejeté en 2007 par la Sécurité sociale. Je vais vous parler de la plante médicinale que nous avons symbolisée aujourd'hui par une petite pâquerette commune de nos jardins, plante qui sert à soigner nos contusions et à rendre la peau douce. Ça fait 7000 ans au moins que l'homme utilise la plante médicinale. C'est un outil aux propriétés multiples et exceptionnelles qu'il convient d'utiliser à bon escient. C'est un outil thérapeutique qui répond aux exigences de la politique de santé de demain en termes de réduction des coûts, en termes d'accessibilité aux soins, en termes de respect de l'individu et de son environnement. C'est un outil thérapeutique qui prend sa pleine puissance quand il est utilisé à l'aide d'une science médicale qui est l'endobiogénie. Vous voyez, on y revient. Il y a sur Terre un peu plus de 500 000 plantes. Seulement la moitié a été répertoriée. L'Organisation mondiale de la santé a relevé 22 000 plantes comme faisant partie des plantes utilisées traditionnellement dans le soin. Il y a un peu plus de 2500 plantes qui ont bénéficié d'études approfondies pour comprendre comment elles fonctionnent. Et moi, dans ma pratique, j'en utilise un peu plus de 200. Vous voyez que nous avons un potentiel énorme de recherche et de développement. L'industrie pharmaceutique l'a bien compris, parce que dans le gros dictionnaire rouge des médecins, le Vidal, 70% des médicaments trouvent leur source dans la plante médicinale. Comment sommes-nous arrivés à la médecine d'aujourd'hui? Eh bien, il faut faire un petit recul en arrière de 150 ans à peu près. À cette époque, la science était face à une impasse, car elle n'arrivait pas à soigner et guérir les grandes épidémies. Dans ce temps-là, il y a eu 2 montées théoriques d'approche de la recherche qu'on va incarner par 2 hommes qui sont Claude Bernard et Louis Pasteur. Pour Claude Bernard, qui est médecin, il convient d'étudier la fonctionnalité de l'organisme, car la maladie est la résultante d'une dysfonction. C'est grâce à ces travaux qu'on sait aujourd'hui interpréter une prise de sang. Pour Louis Pasteur, qui est physicien mais qui n'est pas médecin, la maladie est la conséquence d'une agression de l'organisme par un événement extérieur, que cet événement soit un microbe, un poison et aujourd'hui un gène défectueux. C'est parce que cette approche avait des résultats visibles, reproductibles, et finalement très simples. À une maladie correspond un traitement, que la science médicale s'est engouffrée dans pratiquement cette seule voie de recherche. Il a fallu créer des nouveaux médicaments, des médicaments à la puissance extrême pour gérer des maladies extrêmes. Et ainsi, on a pu effectivement maîtriser des grandes épidémies telles que la peste, la tuberculose, la variole.
Et c'est ainsi qu'on est rentré dans la logique des antihypertenseurs, anticholestérolémiants, antidiabétiques, antibiotiques contre la vie, non, mais contre la vie des bactéries, je vous rassure. Avec ces outils à la puissance extrême, créés pour lutter contre des maladies extrêmes, on a cru qu'on allait tout guérir. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, du fait d'un mésusage, en utilisant ces outils extrêmes qui sont là pour prendre la place, pour prendre de l'autorité sur l'organisme et prendre la place de l'organisme pour entraîner la guérison, dans des situations extrêmes, on a utilisé ces outils-là pour soigner des maladies du quotidien. Et cela plus pour l'intérêt de l'industrie pharmaceutique que pour celui du patient. Par cette stratégie, on a vu apparaître des maladies induites par ces médicaments. On a vu apparaître une explosion des coûts de santé, et plus grave encore, des maladies qu'on pouvait gérer avec ces médicaments et qui aujourd'hui ne répondent plus. Par exemple, dans la maladie infectieuse, vous avez des bactéries qui ont développé des résistances aux antibiotiques. Ça veut dire que l'antibiotique n'a plus prise sur la bactérie, ne peut plus la détruire. Vous avez aujourd'hui des bactéries qui résistent à tous les antibiotiques. Et aujourd'hui, vous avez des patients dont on connaît la maladie et qu'on ne peut pas soigner car on n'a plus d'outils pour cela et qui meurent. Ceci est exceptionnel. Mais demain, parce que ces résistances, elles se multiplient à vitesse grand V. Demain, quand vous irez voir le médecin avec votre enfant et que le médecin vous dira « Je suis désolé, je sais de quoi souffre votre enfant, je sais quelle est sa maladie et je n'ai aucun remède à vous proposer car la bactérie qu'elle porte est résistante à tous les outils. » Alors là, demain, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que nous ferons? Nous sommes donc à nouveau dans une impasse. Avec cette approche médicale qui a résumé l'organisme à un foie malade, un cœur malade, un intestin malade, un cerveau malade. Bref, avec cette approche qui a éclaté l'homme, comment peut-on recoller les morceaux? Comment peut-on reconsidérer le tout? L'endobiogénie apporte une réponse. Et comment peut-on respecter ce tout? La plante médicinale apporte une réponse. Et ceci, c'est ma pratique depuis plus de 15 ans. Je suis médecin généraliste. J'ai passé ma thèse en 1998, obtenu un prix national. J'ai travaillé pendant 12 ans à temps partiel à l'hôpital et le reste de mon temps en cabinet libéral. Comment j'ai rencontré la plante médicinale? Étudiant, j'ai eu des problèmes de santé importants. Le hasard m'a permis de rencontrer les 2 personnes à l'origine de l'endobiogénie. À leur contact, j'ai été passionné et cela a changé ma vie. À la fin de mes études, j'ai fait une formation complémentaire. J'ai appliqué d'emblée dans ma pratique ce que j'apprenais et j'ai été surpris des résultats obtenus. Je suis maintenant également enseignant. Je suis médecin généraliste, je ne suis pas phytothérapeute, encore moins naturopathe. Je suis un médecin généraliste qui utilise de façon prioritaire la plante médicinale quand il est possible d'accompagner l'organisme dans ses mécanismes d'autoréparation. Je ne m'interdis pas d'utiliser les médicaments anti dont nous venons de parler, mais je les garde pour les situations exceptionnelles, quand la survie du patient est en jeu. Et j'utilise la plante médicinale selon l'endobiogénie. L'endobiogénie, c'est une médecine qui vous sort de la masse, qui vous sort de la statistique. C'est une médecine qui s'intéresse à vous, à vous, à vous, à vous, à chacun de vous individuellement et qui construira pour vous un traitement sur mesure qui vous est adapté à vous seulement. L'endobiogénie, c'est une approche qui essaye de comprendre comment marchent les mécanismes d'autoréparation et de restauration. La restauration.
Par exemple, votre peau. Votre peau, elle a 3 semaines. Elle n'est pas plus vieille que ça, votre peau. Les vieilles peaux, ça n'existe pas. Votre peau, elle a 3 semaines et tous les matins, j'espère, quand vous faites votre toilette, vous enlevez de la poussière, de la crasse et des cellules mortes. Voilà, cette peau, il faut la restaurer en permanence. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. L'autoréparation, tout simplement, quand vous avez le petit chat qui arrive et qui vous griffe, vous avez une plaie. Et là, l'organisme, il sait réparer. Il fait ça tout seul. Il n'a pas besoin du médecin pour faire ça. Parce que vous êtes vivant. Parfois, il y a des problèmes qui apparaissent, qui ont du mal à se restaurer ou à se réparer, et là, vous avez besoin du médecin. Le rôle du médecin endobiogéniste est de comprendre comment vous fonctionnez, aller voir ce que l'on peut soutenir et venir étayer votre organisme pour qu'il puisse se réparer par lui-même. L'endobiogénie est une science, donc comme toute science, elle repose sur une théorie. On ne peut pas faire de science si on n'a pas de théorie. Et la théorie de l'endobiogénie repose sur 2 points qui sont que pour que cette dynamique d'autoréparation, de restauration fonctionne, il faut un gestionnaire. Et ce gestionnaire dépend essentiellement du système endocrinien et du système neurovégétatif. Alors ça, ce sont 2 gros mots, et je ne suis pas là pour vous faire un cours. Comprenez simplement que l'organisme essaie de comprendre comment vos hormones s'organisent entre elles, se mettent en interrelation pour coordonner toute cette dynamique. Et comment votre système nerveux, inconscient, celui qui gère votre ventre, votre digestion, votre respiration, les battements de votre cœur, comment ce système vient aider le premier pour obtenir des phénomènes de réparation. Quand vous allez voir le médecin en consultation, vous lui parlez, il vous écoute et il vous examine. Enfin, j'espère. Pour le médecin endobiogéniste, ces 3 temps-là sont fondamentaux. Car il va aller chercher des petits signes qui peuvent paraître infimes, sans sens, mais qui, les uns associés avec les autres, permettent de construire l'histoire de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Et permettre de comprendre quels sont les dysfonctionnements qui ont pu vous amener à la maladie que vous exprimez lorsque vous venez voir donc votre médecin. S'il en a besoin, mieux encore, le médecin peut faire une prise de sang, simple. Quand on fait une prise de sang, on a une feuille avec tous les résultats des paramètres qui circulent dans le sang avec des normes. Quand ces paramètres sont dans les normes, tout va bien. Quand ils sont hors normes, il y a un problème. Vous n'avez pas assez de globules rouges, vous êtes anémié. Voilà. On peut s'arrêter à ça. Mais avec la théorie de l'endobiogénie, il faut comprendre que tous ces chiffres-là ne sont pas liés au hasard. Le seul hasard qu'il y a eu, c'est le moment où l'infirmière est venue piquer votre bras. Vous avez donc une succession de paramètres mesurés qui ont été pris dans le même temps. C'est une sorte de photographie de votre fonctionnement intérieur. Et avec la théorie de l'endobiogénie, on peut relier ces chiffres entre eux, faire des algorithmes mathématiques et les mesurer de façon la plus fine possible pour voir comment vous fonctionnez, vous. Ceci apporte une aide considérable aux médecins, car pour pouvoir étayer, il faut avoir les bons étés, il faut les mettre aux bonnes places. Et pour faire ça, le médecin il va utiliser un outil qui va respecter votre organisme. Il va utiliser la plante médicinale. Mais il ne va pas l'utiliser comme le faisait notre grand-mère ou arrière-grand-mère. Non, il y a eu 150 ans qui sont passés par là. La science a progressé. Il va l'utiliser en fonction des données de la science moderne qui ont démontré que la plante a la capacité de réguler les systèmes endocriniens et neurovégétatifs. Donc pour être simple, vous avez 2 études. Une qui vient étudier le fonctionnement de l'organisme et qui conclut que si on veut améliorer ce fonctionnement, il faut agir sur le système endocrinien et neurovégétatif. Vous avez une autre étude qui n'a rien à voir, qui travaille sur la plante, qui essaye de la comprendre et qui détermine que cette plante a la capacité de réguler les systèmes endocriniens et neurovégétatifs. Vous avez donc 2 systèmes qui s'unissent parfaitement et qui sont faits pour travailler en symbiose. Il suffit d'apprendre à le faire. Alors tout ça c'est bien beau, mais je sens que vous avez besoin de concret. Alors je vais vous parler du cas d'Alice.
Alice a 35 ans quand elle vient me voir la première fois en consultation. Alice souffre d'infection de ses poumons chroniques, car la nature ne l'a pas dotée des petits cils qui permettent de nettoyer ses poumons en permanence. Alice prend 1 semaine d'antibiotiques tous les 15 jours tout au long de l'année, et cela depuis plusieurs années. Alice est épuisée. Son pneumologue lui dit que ses poumons sont tellement abîmés que d'ici 2 ans, on lui fera une greffe des poumons. Cela fait 7 ans que je suis Alice. Aujourd'hui, Alice a repris une vie normale. Alice fait de la natation. Et je pense qu'elle est plus performante que certains d'entre vous. Alice a repris le sport, elle a repris sa vie en main. Elle ne prend guère plus qu'1 semaine d'antibiotiques par an, comme une bonne partie de l'Assemblée. Comment on en est arrivé là ? Eh bien, tout simplement, déjà, on ne s'est plus occupé de vouloir éliminer systématiquement le germe. Cette voie était arrivée au bout de ses capacités. Non. J'ai, avec Alice et avec l'aide de l'endobiogénie, essayé de comprendre comment, malgré son défaut structurel, ces petits cils qui manquent, comment, dans son fonctionnement, on pouvait soutenir plusieurs éléments afin de permettre à Alice de vivre en harmonie avec le monde bactérien. Et ça, c'est le résultat que nous avons obtenu. Elle a toujours ses poumons, bien sûr, aucun problème. Alors, si vous avez envie d'avoir accès à cette médecine, si vous pensez qu'il est urgent qu'on s'intéresse à vous individuellement, si vous pensez qu'il est urgent pour l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants, mais aussi de vous-même, qu'il faut une prise en charge de ce genre, alors il vous faut des médecins. Il vous faut des médecins formés et reconnus comme tels par la société, c'est-à-dire par vous. Il vous faut des médecins formés à l'université. Par les engagements personnels et professionnels que j'ai pris, par le fait que je sois là aujourd'hui à vous parler, je fais ma part. À travers le monde, les médecins qui partagent la même science que moi font leur part. Vous avez en France des patients qui sont regroupés en associations et qui organisent la formation de médecins et de pharmaciens en attendant que l'université prenne le relais. Ils font leur part. Chacun d'entre nous peut faire sa part. En parlant, en donnant simplement, par exemple, le lien Internet de la conférence quand elle sera sur la toile. Ainsi, toutes ces parts, toutes ces paroles pourront peut-être entrer en harmonie et faire changer les choses, faire évoluer les mentalités pour que l'homme politique, à travers la médecine, nous donne accès à nos choix. Cela peut paraître une utopie, mais c'est du domaine du possible. J'en veux pour preuve qu'à Mexico, en 2009, sous la pression de la rue, l'Assemblée parlementaire a voté une loi qui oblige le système de santé public et gratuit à fournir aux patients qui le demandent l'accès à la plante. Et c'est pour ça que j'ai arrêté mon activité à l'hôpital pour aller former ces médecins de santé publique de la ville de Mexico. L'enjeu sanitaire de demain est de savoir comment nous allons faire pour affronter les maladies. La voie pasteurienne arrive au bout de ce qu'elle peut nous apporter. Il existe une autre voie, c'est celle que je viens de vous parler. Cette voie n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique qui détient la puissance financière pour les recherches. Parce que nous ne sommes pas universitaires, parce que nous ne dépendons pas de puissance financière, mais que nous ne dépendons que de l'intérêt de nos patients, cette voie ne pourra évoluer que si l'homme de la rue, que si vous la réclamez. Je vous remercie.